Bonjour, ça va? J'espère que vous allez bien. Ok, allons-y. Alors, nous avons deux exercices. Le premier, c'est oscillation électrique. Alors, pour les oscillations électriques, si je dois me résumer, il y a des choses déjà que vous connaissez. La première des choses à connaître, c'est donc des rappels, c'est UR est toujours égal à R fois petit i. Alors, pourquoi on met petit i? Parce que ici, le courant est variable. Si le courant n'est pas variable, on va utiliser le grand I. La deuxième chose, bien sûr, c'est U de la bobine, c'est L B de I sur B de T plus petit RI. Si la bobine est réelle, mais si la bobine est pure, donc on néglige la résistance, on enlève le RI. Alors, il y a aussi le U égal à U du condensateur qui est égal à U sur, U sur C. Alors, ça c'est des rappels. Maintenant, dans ce chapitre, on va utiliser ce qu'on appelle un courant alternatif. Et quand vous utilisez le courant alternatif, ça veut dire que la tension est une fonction sinusoïdale. Donc, ça peut être UM. Bon, cosinus, par exemple, de oméga t plus phi. Alors, je mets ici phi de u dans un premier temps. Alors, si c'est le cas, automatiquement, le courant va devenir aussi sinusoïdal. Donc, I devient IM cosinus de oméga t plus phi. Mais là, je mets phi i. Alors, les deux seront des fonctions sinusoïdales. Vous allez avoir des courbes qui seront similaires, mais pas la même amplitude. Et comme ce n'est pas la même amplitude, etc., donc IM n'est pas égal à IM. Il faut que ce soit clair. Mais les oméga seront identiques, mais les phi seront différents. Alors, ce qui entraîne ce qu'on appelle un déphasage. Alors, pour le déphasage, il faudra être très vigilant. C'est l'exercice qui va vous le dire. Alors, le déphasage que l'on utilise le plus, c'est le déphasage de la tension par rapport à l'intensité. Alors, dans ce cas, phi est égal à phi de U moins phi de I. Alors, cette tension, ce déphasage, il est alternatif. Alors, il peut être positif. Donc, si phi est positif, ce qui se traduit par quoi? C'est que phi de U est supérieur à phi de I. Dans ce cas, on dit que U est en avance sur I. Et bien sûr, si le phi est négatif, donc ça veut dire que phi de U est plus petit que phi de I. Dans ce cas, on dit que U est en retard sur I. Ou bien on dit que I est en avance sur la tension U. Alors, donc voilà des choses qu'il faut connaître. Bien sûr, UM, ce qu'on appelle la tension maximale. Alors, cette tension maximale, c'est le maximum de la courbe. C'est le maximum de la courbe de U qui vous donne la tension maximale. Mais quand vous utilisez un voltmètre, le voltmètre ne peut pas vous donner la courbe. Le voltmètre vous donne une valeur qu'on appelle U, tout simplement. Alors, on l'appelle U ou bien on l'appelle U efficace. Donc, tout ça, c'est donné par un voltmètre. Alors, les deux sont reliés par quoi? U efficace, qu'on écrit très souvent U, est égal à U max divisé par racine de 2. Ça veut dire quoi? Vous avez le droit aussi d'écrire la tension U de T sous la forme de grand U fois racine de 2. Grand U fois racine de 2, ça vous donne U max et cosinus de oméga T plus phi. Phi de U, bien sûr. Voilà. Maintenant, dans les sujets, très souvent, après avoir défini le déphasage phi, alors ce déphasage phi,
Alors, le déphasage phi, alors on peut vous donner cela. Ou bien, on vous donne ça à partir d'une courbe. Alors, quand vous avez les deux courbes, alors je rappelle que la première courbe, par exemple, c'est le sinusoïdal, c'est par exemple U du générateur. Une courbe, par exemple, je ne sais pas, disons, voilà, voilà la deuxième courbe, qui est aussi sinusoïdale. Alors, ça, par exemple, c'est U de R. Attention, on ne voit jamais la courbe de I, de l'intensité. Si on veut voir la courbe de l'intensité, on va utiliser la courbe de U de R qui est égale à R fois I. Et comme I et R sont proportionnels, le comportement de IR vous donne le comportement de I. Alors, bien sûr, vous aurez ici ce qu'on appelle un déphasage, delta, okay, parce que ici, c'est en fonction du temps. On retrouve aussi ça, c'est delta. Alors, ça nous permet de calculer la valeur absolue du phi égale à 2pi fois delta de t est divisé par la période. Alors, la période, c'est quoi? C'est là où beaucoup d'entre vous ont des difficultés. La période, c'est ça. Ça peut être aussi la distance, celle-là. C'est la période. D'accord? Alors, une fois que vous l'avez, ce n'est pas la peine de multiplier par la qui vous mesurez seulement. En fonction de gradation, par exemple, petit t, delta t, c'est un carreau, et t, c'est 4 carreaux, ça fait un sur 4. Donc, ça fait un quart. Alors, une fois que vous avez trouvé le phi, attention, c'est en radian. Une fois que vous l'avez trouvé, maintenant, c'est à vous de voir est-ce que c'est la tension qui est en avance, etc. ou pas. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si je regarde la courbe, je vois que la tension, la courbe U de G, fait son maximum avant la courbe de U, UR. Alors, puisque UR atteint le maximum avant U de R, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U est en avance sur I, et dans ce cas, phi est positif. Et pour cela, donc, vous allez écrire phi est égal tout simplement à 2pi, facteur de delta de t sur I. Voilà. Maintenant, si c'est le contraire, ça veut dire que phi est négatif. Vous mettrez un moins devant. Voilà. Donc, voilà des choses qu'il faut connaître. Alors, autre chose qu'on doit connaître, c'est que I est égal à d de q sur d de q sur d de t, c'est-à-dire c'est la dérivée de q. Ça veut dire quoi aussi? Que I est l'intégrale de I dt. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser dans ce chapitre. Alors, maintenant, si vous dites que, par exemple, vous avez U de G, c'est le générateur, égal à U de R, plus U du condensateur, plus U de la bobine, bien sûr, si vous remplacez par leur valeur, leurs expressions, ça fera R fois I, plus Q sur C, plus L, D de I sur D de T. Alors, je prends ça, je ne vais pas mettre le petit R, si vous voulez, on peut l'ajouter, hein, ça ne va rien changer du tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Alors, si je remplace par les expressions, donc je mets R I max cosinus de oméga de T, je suis dans le cas où euh, phi de I est égal à 0. C'est-à-dire que donc phi de U est égal à I. Plus, alors, l'intégrale sera donc, si on laisse comme ça, donc ce sera l'intégrale de I de t, ça fera donc IM oméga, excusez-moi, IM oméga, et l'intégrale du cosinus, c'est un sinus de oméga de t. Mais il faut multiplier tout cela par, on plus plutôt par C. Et pour L, ce sera L. Donc là, c'est la dérivée du cosinus dans moins. Ça fera donc moins L, IM, sinus
de oméga t. Alors, si c'est le cas maintenant, je remplace le U par sa valeur, c'est UM cosinus de oméga de t plus I égale donc à R IM cosinus de oméga t plus IM oméga sur C sinus de oméga de t moins L IM. Il y a le oméga, hein, on a oublié ici le oméga sinus de oméga de t. Alors ça, mathématiquement, vous ne pouvez pas résoudre. Alors la première des choses qu'on vous dit de faire, on ne vous le dit pas, mais ce qu'il faut faire, vous devez transformer tous les sinus en cosinus. Alors pour cela, vous devez connaître que, par exemple, si vous avez sinus de x, c'est égal à cosinus de x plus pi sur 2. Si vous développez, ça fera cos x, cos de pi sur 2, moins sinus x, sinus de pi sur 2. Donc ici, il y a un moins devant, hein. On verra ça plus tard. Alors, si je développe, donc, cosinus de pi sur 2, tout le monde sait que c'est 0. Donc, il va vous rester cos de x qui s'annule, qui part avec. Il va vous rester donc moins sinus de x. Donc, moins sinus de x, c'est ça qui est égal à cosinus. Donc, il y aura ici un moins, et là, ça fera un plus. Donc, il vous restera plus sinus x. Ah, excusez-moi, il va vous rester moins sinus de x. Sinus x égale cosinus de pi sur 2, cosinus de x plus pi sur 2. Je vais vérifier quand j'ai x. Le cosinus de x, c'est égal à ça. Et ça, c'est égal à pi sur 2 moins x. Donc, c'est là où il y a l'erreur. C'est pi sur 2 moins x. Voilà. Ce qui va vous faire cosinus de x, cosinus de pi sur 2 fois cosinus de x moins sinus de x, sinus de pi sur 2, excusez-moi, sinus de pi sur 2. Sinus de x. Voilà. Et si on développe cosinus, ça fera 0, donc il va nous rester moins sinus de x. On reprend ici. Alors, si on regarde bien, ici, on a un cosinus, donc ça ne change pas. Là, on a un sinus. D'accord? Alors, si je regarde les cercles trigonométriques, voilà, l'angle x. Le sinus de x, c'est ça, cette longueur. Alors, si je dépose ça ici, ça me donne un angle qui vient là, et cet angle-là, c'est bien pi sur 2 moins, donc sinus de x est égal à cosinus de pi sur 2 moins, moins x. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Donc, ici, on va remplacer ça par cosinus de oméga de t moins pi sur 2. Je rappelle que la fonction cosinus, ça aussi, c'est aussi égal à cosinus de x moins pi sur 2. Parce que la fonction cosinus est R. Alors, ici aussi, j'ai un sinus, mais il y a un moins devant. Donc, si je mets moins sinus de x, donc moins sinus de x, si je le mets ici, j'aurai donc cosinus de pi sur 2 plus x par la même méthode. Je fais donc cosinus de pi sur 2 plus x
parce que le cosinus de pi sur 2 plus x, j'arrive ici, le cosinus c'est là, et c'est égal à moins sinus de alpha. Voilà. Donc, si je remplace, j'aurai quoi? UM cosinus de oméga de t plus phi égale à R UM cosinus de oméga de t plus UM oméga sur C cosinus de oméga t moins pi sur 2 plus L IM oméga cosinus de oméga t plus pi sur 2. Alors, si on regarde bien, on part avec cette équation. Donc, on a des cosinus qui sont différents. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? Alors, on utilise ce qu'on appelle la représentation de Fresnel. Alors, que dit la représentation de Fresnel? Vous allez remplacer toute fonction sinusoïdale. Par exemple, si vous avez une fonction sinusoïdale que j'écris xm cosinus de oméga t plus phi, on remplace ça par un vecteur, le vecteur, par exemple, AB, qui aura pour valeur xm et qui aura pour angle l'angle phi. Alors, comment on représente ce vecteur? Alors, pour représenter ce vecteur, on choisit un axe horizontal avec un point O qui est l'origine. Je prends donc la valeur de xm, c'est ça, une longueur, et je prends l'angle phi. Donc, si vous faites l'angle phi, c'est ça l'angle phi, et la longueur de ce vecteur-là, c'est la longueur de ce vecteur-là qui fait xm. Donc, ça devient donc le vecteur AB. Alors, ce qui fait que donc, si on remplace le tout, alors au départ, donc, on avait, je rappelle, c'était UM cosinus de oméga t phi égale, alors, le R I max. Donc, ça me donne un vecteur. Donc, ici, j'aurai le vecteur, bon, je vais l'appeler OC en attendant, qui aura pour valeur UM, mais qui fera l'angle phi. Après, j'aurai donc le vecteur OA, qui aura pour valeur RIM, mais qui aura pour angle 0, parce que son phi, c'est 0. Plus le vecteur A, B, qui aura pour valeur L oméga I max, mais qui aura pour valeur pi sur 2, plus le vecteur BC, qui aura pour valeur IM oméga sur C, mais qui aura pour angle moins pi sur 2. Voilà. Donc, si on représente les vecteurs à partir du point O, on représente le premier vecteur. Alors, le premier vecteur, c'est le vecteur OA, qui aura pour valeur donc le vecteur OA, sa valeur c'est RI max. Et comme l'angle vaut 0, donc voilà comment je le représente. Le deuxième, c'est le vecteur AB. Alors, ça c'est, j'ai dit donc ça c'est le point O, ça c'est le point A. À partir de A, la tête de A, je dessine le vecteur AB. Le vecteur AB fait un angle de pi sur 2. Donc lui, il est comme ça. Il fait un angle de pi sur 2. Mais sa valeur, c'est L oméga I max. Alors, le troisième, lui, il va commencer par B, mais il fait un angle de pi sur 2. Donc lui, il descend. À partir de B, il descend pour faire un angle de pi sur 2. Alors, sa longueur, c'est le I max oméga sur C, et on va diviser par, voilà, donc c'est comme ça. Et maintenant, pour le vecteur OC, donc ça c'est le point C,
je relie le vecteur O à C, comme ça. Alors, la longueur de OC, c'est exactement ce qu'on appelle Umax. Et l'angle que fait le vecteur OC par rapport à l'horizontale, c'est ça l'angle phi. Voilà. Et une fois que vous avez dessiné, vous avez fait le... Bon, il y a deux cas, hein. Attention, il y a le cas où L oméga Imax est plus grand que I oméga sur C. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est lui le plus grand, c'est ce qu'on a dessiné. Mais si c'est le I oméga sur C qui est plus grand, vous allez descendre jusque-là. Et en ce moment, l'angle va être négatif. Alors, une fois que vous avez fait les formules, elles découlent facilement de ça. Pourquoi? Parce que vous pouvez utiliser ce qu'on appelle euh, Pythagore. Parce que je sais qu'avec Pythagore, j'ai OC au carré qui est égal à OA au carré plus AO, AC plutôt, excusez-moi, au carré. Or, OA au carré est égal à quoi? C'est égal à R carré, IMAC au carré. Égal. Alors, le OC au carré, c'est grand U max au carré. Le deuxième, donc, c'est lui qui vaut RI carré, I max au carré. Plus. Alors, le OC, il est égal à. Attendez, ici, c'est pas OC, c'est AC. Alors, le AC vaut quoi? C'est le L oméga moins 1 sur C oméga. Donc, ici, il y a une erreur. Le oméga devait être en bas depuis le début, hein. Depuis le début, on devait avoir oméga. Alors, 1 sur C oméga, le tout au carré. Voilà. Fois, bien sûr, I max au carré. Donc, on peut mettre I max en facteur. Donc, il restera R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Tout ceci, facteur de I max au carré. Alors, I max au carré sur I max au carré, ce serait égal donc à R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Or, par définition, c'est ça qu'on appelle l'impédance, c'est au carré. Donc, Z va être égal à racine de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga. Donc, voilà pour la formule de Z qui est sortie. Alors, si on regarde aussi le triangle, je peux chercher le sinus de phi qui va être égal à R I max divisé par l'hypoténuse sur I max. Donc, ça fera R I max aussi divisé par I max, c'est Z fois I max. On peut simplifier par les I max et ça vous donne R sur Z. Sinus de phi, toujours dans le triangle, ça fera L oméga moins 1 sur C oméga, le tout divisé par I max. Ici, il y a le I max. Donc, ce qui va vous donner L oméga moins 1 sur C oméga, le tout divisé par Z. Et tangente de phi, qui est égal au côté opposé. Le côté opposé, c'est L oméga moins 1 sur C oméga, le tout facteur de I max. On divise donc par I max. Et ce qui va vous donner, on divise par R I max, qui est le côté adjacent. Donc, ça vous donne L oméga moins 1 sur C oméga, le tout divisé par R. Donc, voilà pour tangente de phi. Ça, c'est pour les calculs. Voilà. Donc, bon, il reste beaucoup de choses, hein, parce que déjà, le fait de dire que U sur I est égal à Z, vous avez dit max, max. Donc, on peut simplifier par racine de 2 et il restera aussi I sur I. Et si on remplace, donc, ça fera quoi? Bon, maintenant, pour ne pas être trop long, je crois qu'il vaut mieux qu'on s'arrête. Et si vous avez des questions,
Vous les posez et après on continue. Oui, Pape Ndiaye. Papa Ndiaye. Oui, monsieur, Oui, pour la représentation de Fresnel, je n'ai pas compris. Ici, tu n'as pas compris. oui. Oui, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Ou bien c'est la même question? C'est la même question. Non, pour tout le monde, parce qu'il y a d'autres qui ont levé la main après qui ont disparu. Mousalo. Euh, Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Moussa. Moi, mon problème, c'est le déphasage, quoi. Comment tu me fais par rapport au groupe? Par rapport au cours. Oui. D'accord. Mhm. Alors, il y a aussi Baïkare. Baïkare, quelle est ta question? Au niveau de phi, tangente de phi, Tangent de phi. Oui, quel est le problème? sur le dénominateur, c'est pas comme de R. C'est pas, tu entends mal, hein? Sur le dénominateur, Oui, c'est pas somme de R. Vous avez mis R seulement. oui, j'ai mis R seulement parce que tu n'as pas remarqué que ici, là, je vais dire que la bobine n'est pas résistive. C'est vrai, c'est la somme des résistances, je suis d'accord avec toi. Mais comme la bobine n'a pas de résistance, donc il reste que la résistance du conducteur ohmique. Tu as raison, c'est bon, c'est juste. Oui, Ibrahim Dramé. Monsieur, oui, c'est la même question. Le diagramme de Fresnel. D'accord. Bon, ne levez pas la main pour poser la même question, hein. OK. Alors, on va commencer par le déphasage. Alors, pour le déphasage, on a deux courbes. On a la courbe de la tension. Je peux dessiner ça comme je veux parce que pour le moment, ce n'est pas tellement important. Alors, voilà la courbe de la tension. J'appelle UG, du générateur, par exemple. Alors, on va vous dire, par exemple, on va vous donner la courbe, par exemple, de UR. On est d'accord? Alors, supposons que UR commence ici. Donc, voilà la courbe de UR. Alors, si vous regardez, les deux courbes ne sont pas collées, elles sont décalées. Parce que la tête ici n'est pas à la même position que cette tête. On dit que les deux courbes sont décalées. Alors, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mesurer, regardez bien, vous voyez la position ici. Vous regardez l'autre. Le décalage, c'est ça. Et ça correspond à un temps parce que ici, la courbe, c'est un temps. Donc, c'est ça que j'appelle delta T. Voilà. Une fois que j'ai delta T, je cherche aussi ce qu'on appelle la période. Or, la période, je peux la déterminer à partir de UG, comme je peux la déterminer aussi à partir de la deuxième courbe ici. Ce sera identique. C'est la même chose. Parce que les deux courbes ont le même oméga, donc c'est la même période. Et après, j'applique la formule. On a dit, valeur absolue de phi, c'est égal à 2pi divisé par t. C'est 2pi fois delta t divisé par. Donc, delta t, c'est vous qui allez voir, ça fait combien de divisions. Et la période, ça fait combien de divisions. Donc, voilà comment on calcule le déphasage, c'est tout, à partir d'une courbe. Maintenant, une fois que vous avez fini, il faut enlever les valeurs absolues. Alors, comment enlever la valeur absolue? Alors, si on regarde la courbe en jaune, elle a atteint son maximum ici. Vous voyez là. Alors que la courbe bleue a atteint, la courbe verte a atteint son maximum ici. Donc, on voit que la courbe de U, c'est la courbe de
UR. On voit que UR a atteint son maximum avant UG. Si UR a atteint, alors UR, je rappelle que c'est là cette courbe qui vous donne la forme de l'intensité. Donc, puisque l'intensité a atteint sa valeur maximale avant que la tension n'atteigne sa valeur Q, donc on dit que I est en avance sur U. Et si I est en avance sur U, donc le déphasage qu'on avait pris est négatif. Et dans ce cas, on enlève le signe moins et on met tout simplement, on enlève la valeur absolue et on met moins 2pi, facteur de delta de T sur T. Par exemple, j'avais dit si delta T fait 1 carreau et que T fait 4 carreaux, donc on aura phi est égal à moins 2pi multiplié par 1 divisé par 4. Donc, ce qui va vous donner moins pi sur 2 radians. Voilà comment on trouve le déphasage pour répondre à la première question, à une question qui nous donnait le déphasage. Alors, maintenant, pour la représentation de Fresnel. Bon, je vais prendre, bon, je prends IM. IM cosinus de oméga de t, je suis égal à R, par exemple, I max. Plus, par exemple, je mets le L oméga I max. On avait dit cosinus de oméga t plus pi sur 2. Alors, je vous avais dit que ça, vous ne pouvez pas résoudre ça mathématiquement. Il y a un problème, donc on reprend l'écriture. C'est UM cosinus de oméga de t plus phi égale à R I max. J'ai oublié le cosinus oméga t plus L oméga I max cosinus, par exemple, de oméga t plus. Alors, il faut suivre. Hein. Je n'ai pas mis l'autre. C'est pour simplifier seulement. Voilà. Alors, j'avais dit, si j'ai une fonction sinusoïdale, d'accord? Une fonction sinusoïdale, par exemple, j'ai xm cosinus de oméga t plus phi. Je peux remplacer ça par un vecteur. Alors, le vecteur, il aura pour longueur la valeur maximale, c'est-à-dire celle-là, et va faire un angle par rapport à l'horizontale qui est égal à phi. C'est ça que je dis. Donc, si j'applique, alors ici j'ai une fonction sinusoïdale, donc je peux mettre ici un vecteur. Le vecteur aura pour valeur E max et fera l'angle phi. Je ne connais pas. Égal. Là, cette fonction aura pour valeur maximale, c'est un vecteur, sa valeur c'est RI max. Mais si vous regardez bien, il n'y a pas de phi ici. Et comme il n'y a pas de phi, donc l'angle c'est 0. Le troisième vecteur ici aura pour valeur L oméga I max. L'angle qu'il fait, c'est pi sur 2. Donc je mets ici pi sur 2. Alors, ici, je l'appelle le vecteur OA. Ici, je l'appelle le vecteur AB. Il va de soi que le vecteur qui va être là, c'est OA plus AB, ce sera le vecteur OB. Alors, si je dessine les vecteurs, pour dessiner les vecteurs, on commence par représenter l'axe horizontal. Là, c'est le point O. Alors, si je représente le point O, je dessine d'abord ce vecteur-là, le vecteur OA. Le vecteur OA, il n'a pas d'angle, donc il est horizontal, il est orienté donc vers la droite. Donc, je le dessine. Voilà le vecteur R I max. Je dessine le deuxième vecteur, c'est le vecteur AB. D'accord? Que vous pouvez dessiner ici. Hein. Je rappelle qu'on peut le dessiner ici. Alors, lui, il fera, sa longueur, c'est L
oméga I max, et il fait un angle de pi sur 2. Mais quand vous faites la somme de deux vecteurs, vous savez qu'en maths, voilà ce que vous avez appris. Vous devez faire ce qu'on appelle le parallélogramme. Et voilà la somme. Et voilà la somme. Alors, si vous regardez bien, vous voyez que ce vecteur-là qui est là, il se répète ici. Voilà pourquoi nous avons dessiné le vecteur à partir de là. D'accord? C'est ça qui a amené. On dessine le vecteur. Voilà pourquoi, parce que là, maintenant, ça, c'est le point O, ça, c'est le point A. Et ça, c'est le point B. Voilà pourquoi je dessine le vecteur à partir de là. Donc, le troisième vecteur, c'est la somme vectorielle des deux. Donc, logiquement, il vient ici. Donc, ça, sa valeur, c'est I max. Et c'est ça l'angle. Voilà comment on dessine. On fait la construction de Fresnel. Bon, maintenant, ça, c'est le cas où je n'ai que deux vecteurs. Si j'en ai trois, je pourrais le prendre. Alors, nous sommes pris donc par le temps. On va essayer de... Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas évacuée? On va évacuer ça au cours de la correction parce que vous connaissez que c'est un chapitre qui est... Alors, on va essayer de corriger, comme ça, on va voir tout cela. Alors, on vous dit, un groupe d'élèves se propose de déterminer expérimentalement certaines caractéristiques d'un dipôle. Alors, quand on dit un dipôle, attention, dipôle RLC, ça veut dire que dans cet dipôle, c'est une branche qui comporte une résistance, une inductance et une capacité. Donc, il y a un conducteur ohmique, il y a une bobine. Ici, la bobine, elle est résistive parce que vous voyez, on a acheté le petit R et un condensateur. Attention, l'ordre n'est pas important. On pense que toujours on doit commencer par R, après mettre la bobine et après mettre le condensateur. Cela dépend de ce exercice. Alors, on vous dit pour cela, on monte en série une résistance R0, une bobine L, une résistance R et un condensateur de capacité C. Ensuite, il applique aux bornes du pôle une tension alternative. Ah, est-ce qu'on remarque déjà? Ils sont donnés U de T, c'est U max, cosinus de oméga de T. Alors, vous voyez ici, il n'y a pas de phi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le phi de U qu'on avait donné était égal à 0. La conclusion, c'est quoi? On avait dit que phi c'est égal à phi de U moins phi de I. Donc, c'est égal à moins phi de I. Ça veut dire que donc phi de I va s'écrire moins phi. Donc, automatiquement, vous devez écrire, si on ne vous l'a pas donné, c'est à vous de l'écrire, I de T va s'écrire I max cosinus de oméga T moins phi. Voilà comment il faut l'écrire. Alors, bien sûr, la fréquence, elle va varier. Donc, oméga est égal à 2 pi n. Alors, on vous dit le groupe visualise simultanément à l'aide d'un oscilloscope de courbe. Alors, oscilloscope de courbe, ça veut dire que vous pouvez avoir deux courbes en même temps. Alors, si vous devez avoir deux courbes en même temps, c'est à vous de voir où est-ce qu'il faut mettre la masse. Alors, quelles sont les courbes qu'on doit visualiser? Il dit les tensions IR et I de T, c'est-à-dire du donateur. Donc, si je fais le schéma, alors la courbe qu'on met ici, c'est la forme de la courbe, ici à l'intérieur. Donc, quand c'est une courbe sinusoïdale, on dessine une sinusoïde. Alors, je ferme le circuit. Bon, maintenant, je veux visualiser, on a dit UR0 et la tension aux bornes du donateur. Alors, attention, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que ça vous indique automatiquement où est-ce qu'il faut placer la masse. Donc, la masse, on la place entre les deux appareils qu'on a cités avant. Donc, la masse va être là. Alors, bien sûr, une des voies va être ici, ce qu'on appelle donc la voie. J'espère que c'est la voie 1. Je mets voie 1.
Maintenant, la deuxième voie, c'est aux bornes du résistor. Je mets ici la voie 2. Attention, les tensions qu'on a visualisées, c'est celle-là. Je vais appeler UG. Et l'autre tension qu'on a visualisée, c'est le UR. Alors, c'est à vous de mettre le sens du courant. Alors, si vous mettez le sens du courant, comme ceci, ça c'est I. Voilà. Ça veut dire que donc, le UG, c'est le U positif que vous connaissez. Et le UR, vous devez mettre R fois I. Voilà. Alors, je continue. On obtient la courbe 2. Pourquoi le... Ah oui, l'exercice a donné le sinus. D'accord. Merci, Baïtar. Ici, on a donné le sinus. Moi, j'ai mis cosinus parce qu'on avait l'habitude de travailler avec le cosinus. Donc, je mets sinus. Merci. Alors, on a dit c'est la courbe. Oui. Les sensibilités verticales. Alors, sensibilité verticale, ça veut dire quoi? La sensibilité verticale, c'est la valeur d'une division. Attention, division verticale. Et quand on parle de sensibilité, donc finalement, ici, c'est en volts par division. Si on parle de sensibilité horizontale, c'est la valeur toujours d'une division horizontale. Et généralement, c'est en millisecondes par division. Alors, c'est ça qu'on appelle le balayage. Et ça, c'est ce qu'on appelle le gain. Donc, c'est des choses qu'il faut maîtriser. Alors, donc tout ça, nous l'avons. On vous dit, pour la première question, de montrer de la courbe. Alors, je lis, les sensibilités verticales et horizontales sont indiquées sur la figure 2 et valent respectivement, bon, tout ça, ils l'ont donné. Montrer que la courbe A représente l'évolution de la tension aux bornes du pôle RLL. Donc, ça correspond à la courbe de UR, UB. Alors, comment le montrer? Alors, ici, il faut qu'on reprenne les conventions de l'exercice. Parce qu'ils ont donné U comme ceci. Et ils ont donné le sens du courant comme cela. Mais ça ne change rien au niveau des voies. Alors, reproduire le schéma en indiquant les branchements. C'est ce que je viens de faire. Donc, c'est déjà fait. Reproduire le schéma. Montrer que la courbe, alors la courbe, je n'ai pas encore écrit le petit. Alors, la question 4, 1, 1. Montrer que la courbe A représente l'évolution de la tension aux bornes. Alors, si on regarde les courbes, alors, la courbe A, si on cherche sa valeur maximale, valeur, on va chercher les valeurs maximales. Alors, pour la courbe A, la valeur maximale, on voit que ça fait 4 carreaux. Ça fait 4 carreaux. Donc, c'est 4 divisions. On va multiplier par la valeur d'une division. La valeur d'une division, c'est 2 volts. Donc, ça fait 2 volts. Donc, ça va vous donner 8 volts. 2 volts par division. Hein. Ça fait 8 volts. Alors que pour la courbe A, B, regardez bien, ça donne un carreau. Donc, c'est une division.
fois la valeur d'une division, c'est toujours encore 2 volts. Donc, ce qui va me donner 2 volts. Alors, or, si on regarde, on sait très bien que I max est égal à quoi? Z. On avait Z est égal à quoi? C'est RI carré plus le L moins 1 sur C oméga au carré. La racine, ça c'est Z. Et on multiplie par I max. Alors, si on regarde bien ça, on voit que c'est supérieur à R I max. Donc, on a U du générateur qui est supérieur à IR max. Ça veut dire donc, c'est bien la courbe A qui correspond au générateur. Voilà la première question. La deuxième question, on nous demande de reproduire le schéma et de placer les montages. Donc 4, 1, 2. Alors, si je reproduis le montage, j'avais dit ici, ça c'est R0. Ici, on a la bobine, LR. Ici, on a euh, le condensateur. On descend. Là, on a le générateur avec sa courbe sinusoïdale. Et les conventions, c'était, donc, ils ont laissé ici U de T et ici, ils ont mis I de T. Alors, j'avais dit, puisqu'on doit représenter les tensions aux bornes du générateur et du, du résistor, il va de soi que la masse, on doit la mettre ici, toujours entre les deux appareils. Voilà. Alors, si on avait dit entre le générateur et la bobine, en ce moment, vous inversez la bobine et le résistor. Vous amenez la bobine ici et vous amenez le résistor là. Et si on dit entre le générateur et le condensateur, vous mettez la masse ici. Voilà. Donc, c'est bon jusqu'à présent. Alors, donc ici, on a la voie 1, par exemple, je vais l'appeler la voie A, j'appelle l'exercice. Et voilà ici, où est-ce que je vais mettre la voie B. Donc, voilà la réponse à la question. Maintenant, à partir de ce diagramme, déterminer. Alors, 4, 2, 1. 4, 2, 1. On me demande de trouver la fréquence. Je rappelle qu'une courbe ne donne pas une fréquence, mais donne une période. Donc, il nous faut déterminer la période. Et une fois qu'on a la période, on applique F est égal à 1 sur P. Alors, pour déterminer la période, je peux utiliser n'importe laquelle des deux courbes. N'importe laquelle des deux courbes. Alors, je vais utiliser... ouais. Alors, si je regarde cette courbe-là, ici le bas, je vois que ça fait un carreau, la moitié d'un carreau, un carreau, deux, trois, quatre, cinq carreaux, plus la moitié. Donc, ça fait six carreaux. Donc, je vois que la période P est égale au nombre de divisions. Donc, c'est 6 divisions. Il faut multiplier par la valeur d'une division. La valeur d'une division, je pense qu'on avait dit, c'est 5 sixièmes de milliseconde par division. Donc, ce qui va me donner T est égal à 6 millisecondes. Et une fois que j'ai trouvé la période, j'applique donc F est égal donc à 1 sur 6, mais 10 puissance. Ici, c'est 10 puissance moins 3, ce qui va me donner 1 sixième de 10 puissance 3 Hertz. Non, 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 non. Le calcul donne c'est 5. C'est 5. Donc 1 sur 5, ça fait
1 sur 5, ça fait 0,2. 0,2 10 puissance 3, qui va vous donner 200 S. Alors, la question suivante, c'est, donc j'ai la fréquence, on va dire déterminer la fréquence appliquée, donc j'ai la fréquence maintenant. On me demande de déterminer la valeur I max. Alors, pour trouver I max, ce que je fais, donc c'est la question 4, 2, 2. Alors, pour trouver I max, donc c'est la valeur de I max. Alors, je cherche UR max. Alors, le UR max, c'est égal à quoi? C'est égal à R0 fois I max. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que I max est tout simplement égal à U R0 max, R0 max, divisé par R0. Or, pour trouver le UR0 max, il faut aller sur la courbe B. Alors, pour la courbe B, on l'avait déjà calculé. On avait trouvé que le UR0 max, c'était une division multipliée par la valeur d'une division, c'est-à-dire 2 volts par division, ce qui nous avait donné 2 volts. Donc, I max est égal à quoi? C'est 2 divisé par la valeur de R0. Alors, la valeur de R0, ils l'ont donné dans le texte, je pense, c'était 10 ohms. C'est ici. Donc, ça doit vous donner 0,2 ampères. Donc, I max, il y a 0,2 ampères. Alors, on me dit d'en déduire l'impédance. Alors, valeur de l'impédance, ce qu'on appelle Z. J'avais dit que Z est égal à quoi? C'est I sur I. Alors, si on multiplie par racine de 2 en haut, on multiplie par racine de 2 en bas, ça vous donne I max du gélateur divisé par le I max. Or, on vient de calculer le I max. On l'avait calculé, on avait trouvé que I max était le I max, on l'avait calculé, c'était dans la première valeur, dans la première question, pour montrer que, voilà, c'était les 8 volts. Attendez, ici, on a oublié le petit r, le tout au carré. Voilà, ça c'est supérieur toujours à R I max, donc ça ne change rien du tout. Alors, ce qui va me donner, on avait dit 8 volts, donc ça fera 8 divisé par 0,2, ça fera donc 40 ohms pour le Z. Après, la question suivante, c'est de trouver le déphasage de l'intensité du courant I par rapport à T. Alors, pour trouver cela, il faut partir de la courbe, des deux courbes. Alors, si on regarde les deux courbes, tout le monde voit que la courbe de la tension est en avant sur la courbe de l'intensité. Donc, ça veut dire déjà que le phi est positif. Alors, c'est la question 4, 2, 3. Donc, 4 déphasage. Alors, donc, qu'est-ce qu'on met? On voit que U atteint son maximum avant I. Donc, on dit quoi? Que U est en avance sur I. Alors, la question, c'est de trouver le phi. Donc, ici, phi est
positif. Donc, phi va s'écrire 2pi facteur de delta de t sur la période. Or, si on regarde le delta de t, regardez bien le déphasage entre les deux. Alors, je peux chercher ça ici. C'est ça le delta de t. Comme aussi, je peux le chercher là. Voilà le delta de t. Et tout le monde voit que ça fait un carreau. Donc, c'est une division. Donc, ça va me donner quoi? C'est 2pi multiplié par une division que multiplie 5 sixièmes divisé par 6 divisions. Je pense que c'est ça. 6 divisions pour la période multiplié par. Donc, on peut simplifier par le balayage. Donc, ce qui va me donner 2pi sur 3 radians. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pi sur 3. Je simplifie par 2. Donc, phi ici est égal à pi sur 3 radians. Après, la question suivante, c'était, alors, puisque phi est positif, puisque phi est positif, ça veut dire que, bon, alors, phi est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le L oméga est supérieur à 1 sur C oméga. Parce que tout à l'heure, quand on a fait le schéma, on avait pris L oméga supérieur à 1 sur C oméga. Donc, puisque phi, alors on dit que le circuit est inductif. C'est-à-dire que l'inductance, l'effet de l'inductance l'emporte sur l'effet de la capacité. Donc, le circuit est inductif. Après, les questions qui viennent, bon, justifié, je l'ai déjà fait. Alors maintenant, 4.3, à partir du résultat précédent, déterminer la résistance petit r de la bobine. Alors, 4, 3, 1. On me demande de trouver la valeur de petit r. Alors, pour déterminer la valeur de petit r, on peut utiliser, par exemple, la cosinus de phi. On avait dit que cosinus de phi est égal à quoi? C'est égal donc au côté adjacent, ici c'est r plus petit r. On utilise donc par z. Pourquoi j'utilise cette formule? Parce que je connais phi et je connais grand R, c'est le R0, et je connais aussi le Z. Donc à partir de là, je tire R0 plus petit r. Bon, on revient encore sur la courbe. La grande courbe, c'est la courbe de la tension. La petite courbe, c'est la courbe qui donne l'intensité. Mais c'est la tension au bord du résisteur. Quand une courbe atteint son maximum, ça veut dire que la courbe est là en haut. Ça, c'est son maximum. Tout le monde le voit. La deuxième courbe, elle est là, son maximum. On voit que si on les représente sur l'axe des temps, on voit que ce temps-là est plus petit que celui-là. Donc la tension U fait sa valeur maximale avant que l'intensité atteigne sa valeur maximale. On dit donc que la tension est en avance. C'est ça seulement. La première courbe qui atteint, la première courbe qui atteint son maximum, c'est celle-là qui atteint son maximum en premier, c'est celle-là qui est en avance. Donc c'est bien U du générateur qui est en avance. OK, donc je tire R0 plus R, donc qui va être égal à quoi? C'est Z fois le cosinus de phi. Non, Z n'est pas égal à la somme des résistances parce que nous ne sommes pas à la résonance. Parce que quand on est à la résonance, les deux courbes ne seront pas décalées. Et si les deux courbes sont décalées, ça veut dire que tu n'es pas à la résonance. Donc, on ne peut pas écrire que Z est égal à la somme des résistances. Voilà. Donc, ici, donc petit r va être égal à quoi? À Z fois cosinus de phi moins R0.
Et avec ça, on trouve petit r égale à 10 ohms. La question suivante, c'est de déterminer la capacité du condensateur. Donc, c'est la question 4, 3, 2. Valeur de C. Alors, pour trouver la valeur de C, je peux utiliser, puisque je connais l'angle, je peux utiliser tangente phi. Alors, tangente de phi, on avait dit c'était égal à quoi? C'était L oméga moins 1 sur C oméga, et on divise par la somme des R. Voilà. C'est-à-dire R0 plus R. Alors, pourquoi j'utilise cette formule? Parce que je connais phi, je connais oméga. Je rappelle que oméga, c'est égal à 2 pi n. Donc, la formule qu'on doit mettre dans le... Si on doit répondre, je vais mettre L fois 2 pi n moins 1 sur C fois 2 pi n. Et je divise par R0 plus R. Donc, à partir de là, on va calculer C. Donc, on va trouver que C est égal à, avec cette expression, ce sera 1 divisé par L fois 2 pi n, le tout au carré, moins R0 plus R, facteur de 2 pi n. N, c'est la fréquence. Ah oui, je rappelle que N, c'est F. Hein. N, c'est F. Et on l'avait trouvé, c'était 200 Hz. Voilà. Et on doit multiplier aussi par tangente de phi. Et si on fait les calculs, on va trouver que C est égal à 8,75 10 puissance moins 4 farad. Je rappelle que le farad est une unité qui est très grande. Donc, généralement, vous ne pouvez pas trouver des capacités. Vous devez toujours trouver des capacités avec une unité qui est un sous-multiple du farad. Donc avec des 10 puissances négatives. Hein. Voilà. Cause pour laquelle on trouve des microfarads, des nanofarads, picofarads. Donc voilà pour la fréquence, pour la capacité du générateur. Alors la question suivante, c'est 4, 3, 3. On me demande de calculer la puissance. Alors, pour calculer la puissance moyenne, c'est égal donc à, donc la formule c'est R 0 plus R, facteur de I max, le tout au carré, et on divise par 2. Alors, vous allez me dire, ça vient d'où? C'est le U fois I fois cosinus de phi. Alors, U, c'est égal à quoi? Alors, I est égal à Z fois I. Je multiplie par I et je multiplie par cos de phi. Cos de phi est égal donc, on avait dit, à R plus R0. Tout ça divisé par Z. Donc, on simplifie les Z et il va vous rester R plus petit R0. Tout ça facteur de I au carré et divisé par, c'est tout ça. Voilà. Maintenant, on n'a pas I, on sait que I est égal à quoi? I est égal à I max divisé par racine de 2. Donc, I au carré, c'est égal à I max au carré divisé par, et ce qui a donné la formule que vous avez ici. Donc, si les calculs sont faits correctement, on trouve la puissance moyenne, c'est 0,4
What? La question d'après, c'est le 4-3. C'est le 4-4-1. On me demande de calculer la fréquence à la résonance. Alors, deux choses à connaître. Quand est-ce qu'on sait que le circuit a la résonance? Premièrement, il y a une chose obligatoire. Il faut qu'il y ait dans le circuit un résistor, une bobine et un condensateur. Bien sûr, le condensateur, si la bobine est résistive, vous pouvez ne pas avoir besoin de la résistance conducteur unique. Mais il faut qu'il y ait une résistance, une, une inductance et une capacité. Tant que vous n'avez pas les trois, vous ne pouvez pas parler de résonance. Donc, c'est obligatoire à connaître. Alors, si nous sommes à la résonance, comment on peut le savoir? On peut le savoir quand phi égale 0. C'est-à-dire quand on vous dit que le déphasage est nul. D'accord? Ça, c'est la première des choses. On peut dire aussi que la puissance est maximale. Donc, c'est égal à R0 plus R facteur de I0. Ici, I0, c'est la I0, c'est l'intensité efficace maximale. Voilà. Et puis quoi encore? Il y a ce qu'on appelle la réactance. La réactance, c'est L oméga moins 1 sur C oméga, qui est aussi égal à 0. D'accord? Et ici, il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que oméga est égal aussi à oméga 0. C'est égal à 1 sur racine de LC. Tout ça, quand on lit dans le texte, ça veut dire que nous sommes à la résonance. D'accord? Alors, ça, c'est du cours, hein. Bon, maintenant, pour répondre à la question, c'est le 4-4-1. On me demande de trouver la fréquence à la résonance, c'est-à-dire le N0. Donc, je sais que N0 est égal à 2pi fois. C'est oméga qui est égal à 2pi fois N0. D'accord? Donc, N0 va être égal à 1 sur 2pi racine de LC. Ça vient de là, je remplace. J'avais dit que oméga 0 égale à 2pi fois N0. Donc, N0 est égal à oméga 0 sur 2pi. Et comme on a oméga 0, on remplace, voilà ce qu'on trouve. Et si les calculs sont bien faits, on a tout ce qu'il nous faut. On trouve donc N0 égale à 170,35 Hz. La question 4.2. Oui, si l'intensité est en avance, ça veut dire que phi est égal à 0. Phi est négatif. Tangente d'un angle négatif, c'est négatif. Ici, dans notre cours, oui, la tangente va être négative. Et d'ailleurs, vous le voyez même dans la formule de. Ça veut dire que le 1 sur C oméga est plus grand que le L oméga. Donc, L oméga moins 1 sur C oméga est négatif. Donc, la tangente est bien négative. Kumbatiam, c'est pour répondre à ta question. Alors là, nous sommes à la question 4.2. On me demande de trouver l'intensité maximale. L'intensité maximale. Alors, ce qu'on a ici, évidemment, il faudra faire très attention parce que pour moi, c'est une question qui n'est pas très claire. Pourquoi? Parce que est-ce qu'il s'agit de l'intensité maximale, maximale
ou bien de l'intensité efficace maximale. Là, je crois que le jour du bac, euh, les correcteurs, il faudrait qu'on soit beaucoup. Bon, je pense qu'il voudrait parler de l'intensité efficace maximale. C'est le fameux I0 que j'ai utilisé tout à l'heure. Alors, I0 est égal à quoi? Vous savez que le I max, c'est égal à, ce que je veux dire, on sait que Z est égal à U sur I. On est d'accord? Or, si nous sommes à la résonance, Z est égal à la somme des R. Donc, c'est égal à R plus R0. R0 plus R. On est d'accord? Alors, si je mets ça ici, c'est ce qu'on a mis. Donc là, je remplace par R0 plus petit R. Et dans ce cas, le I, ça c'est à la résonance, hein. Euh, Ça c'est la définition. Ça c'est lorsque nous sommes à la résonance. Parce que le L oméga moins 1 sur C oméga est égal à 0. Voilà pourquoi ça n'intervient pas. Alors, si on remplace, donc on aura quoi? Alors, ou bien on met. Alors, maintenant, si l'exercice part de l'intensité maximale, en ce moment, vous mettez ici UM, d'accord? Et là, ça devient IM, mais pas le I0. Bon, on va se poser peut-être cette question. Alors, parce qu'on connaît IM, on connaît la somme de R, donc on va trouver que IM est tout simplement égal à 0,4. Vous voyez bien que l'intensité du courant a augmenté. Alors, le dernier cas, c'est le facteur de qualité, c'est le 4, 4, 3, facteur de qualité, Q. Alors, Q, c'est égal à quoi? Si nous sommes à la résonance, c'est le U de la bobine divisé par U du générateur. Ou bien c'est le UC aussi sur le U du générateur. Alors, le UC, c'est égal à quoi? Le UL, c'est L oméga 0 fois le I max. I. Et le U du générateur, attention, c'est U du générateur, c'est R plus petit r, R0 plus petit r, le tout facteur de I max. Le I max se simplifie et on retrouve L oméga 0 sur R0 plus petit r. Voilà. Alors, le calcul nous donne U qui va être égal donc à 5,35. Attention, pas d'unité. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Que c'est supérieur à 1. Donc, on dit qu'il y a une surtension. Voilà. Dès que le facteur de qualité est supérieur à 1, parce que vous voyez que la tension au bord du condensateur est supérieure à la tension au bord du générateur. Donc, on parle bien de surtension. Donc, voilà, c'est ça l'exercice. Maintenant, si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions, on passe à l'exercice, à l'autre exercice, hein. On voit qu'il n'y a aucune main levée. J'espère que vous êtes toujours là quand même. Si quelqu'un peut lever la main pour dire qu'il est là. Aminata Nong. Oui, Aminata Nong. Ah, d'accord. Les autres, vous levez la main pour dire que vous êtes là. Donc, c'est bon. Ça veut dire que donc, il n'y a pas de question. Bon, Aminata Nong, tu veux ouvrir ton micro ou pas? Alors, bonjour, chers élèves. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, monsieur. Ah, je vais très bien. Pouvez-vous revenir sur la détermination des tensions et du temps et Est-ce de qu'on la peut revenir périodicité? sur... Ton micro n'est pas clair, hein? Pouvez-vous revenir sur la détermination du temps et de la tension et de la période, s'il vous plaît? Oui, mais le problème c'est qu'on ne t'entend pas, hein. Il faut que tu J'ai dit que t'approches de si vous ton... pouvez, d'accord. J'ai dit que si vous pouvez revenir sur la détermination des tensions
U et UN, mais aussi de la période. D'accord. La période, on la détermine comme ça. On dit qu'un phénomène est périodique s'il se répète. Alors, si tu pars, par exemple, de là, la courbe monte, descend, remonte, descend, etc. Alors, entre ces deux, ça se répète. C'est ça la période. Si je quitte ici, je vois que je monte. Mais arrivé ici, ce n'est pas une période parce que là, je descends. Donc, c'est arrivé là que ça te fait une période. Donc, tout ça, c'est une période. Là aussi, entre les deux creux, c'est une période. Alors, comment on détermine ça? T est égal à quoi? Tu vas chercher le nombre de divisions. Nombre de divisions. Le nombre de divisions. Qu'est-ce que ça veut dire? Le nombre de divisions entre là et là. Ou bien le nombre de divisions entre là et là. Dans notre exercice, c'était 6 divisions. Et après, on multiplie cela par la valeur d'une division. Voilà. Voilà comment on détermine là. C'est bon. Pour la période. À mettre un nombre. Oui, c'est bon, merci. OK. C'est le job, oui. C'est le job. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, vous pouvez revenir sur la question 4.1.1 et la 4, question 1.1. 4, 1, 1. 1.1. Oui. La Montrez question que la 4. courbe A représente l'évolution du traction aux bornes du dépôt. Mhm. Alors, ici, on a deux courbes. Ce qu'on veut te dire, c'est quelle est la courbe qui correspond au générateur et quelle est la courbe qui correspond au résisteur. C'est ça seulement la question. Alors, si je vois bien, je sais que le Umax du générateur est égal à Z fois Umax. On est d'accord. Or, le U R0 max est égal à R0 Umax. Or, si je remplace Z par sa formule, je vois qu'à l'intérieur, il y a R0 plus petit r, le tout au carré, plus L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré. C'est ça le Z. Et tu multiplies par Imax. Donc, si tu compares les deux, tu vois qu'ici, il y a le R0 plus quelque chose. Ça veut dire que la courbe qui est en haut, c'est-à-dire le Umax G, est supérieur à R0 Umax, c'est-à-dire supérieur à U R0 max. Donc, si on regarde les deux courbes, quand on a déterminé les deux tensions maximales, on se rend compte que la courbe A, sa valeur c'est 8 volts, alors que pour l'autre c'est 2 volts. Voilà pourquoi on a dit que la courbe A correspond bien à celle du générateur. C'est bon ou c'est nous? Oui, c'est bon. Merci C'est beaucoup. ça seulement. Fatou Sen, Oui, Fatou Sen. Oui, Ousseinou Diop. monsieur. Et Oui. la question 4.2.2. La valeur Ah, immense d'intensité du courant débute dans le circuit, puis en déduit l'impédance Z du dépôt RLC. oui, D'abord, je n'ai pas compris. tu n'as pas compris quoi? Parce qu'il y a deux questions, hein. Il y a deux questions. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pour déterminer le déphasage, Ici, on ne parle pas de déphasage, hein. La question 4.2.2, c'est déterminer la valeur maximale de l'intensité. j'ai dit, j'ai des problèmes là-bas, même pour déterminer euh, le déphasage. Non, le déphasage n'est pas dans cette question. Tu as dit quelle Non, question, toi? pour les deux questions. Quelle question? 2.2.2 et 4.2.2 et 4.2.3. 4.2.2. Oui, et Alors, 4.2.3. OK. Pour déterminer la tension effective, je rappelle, ça, tout le monde doit le connaître. On ne peut pas voir la courbe de l'intensité. La courbe de l'intensité, on ne la voit jamais. Parce qu'un voltmètre,
donne la courbe des tensions, mais pas la courbe des intensités. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. D'accord? Donc, on ne voit jamais la courbe de l'intensité. Pour voir la courbe de l'intensité, qu'est-ce qu'on fait? On branche aux bornes du résistor l'oscilloscope. Parce que là, vous allez avoir la courbe de la tension aux bornes du résistor. Or, la tension aux bornes d'un résistor, c'est égal à quoi? C'est R fois I. Et comme c'est R fois I, on va voir que cette courbe aura le même comportement que l'intensité. Voilà comment on peut voir la courbe de I. Alors, ce que j'ai cette courbe-là, si U est égal à R fois I, U égale à R fois I, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le U max aussi est égal à R I max, parce que R ne change pas de valeur. Donc, à partir de cette courbe, je connais sa valeur maximale qui est de 2 volts. Je divise par la valeur de R. Ici, R, c'était le R0 parce que c'était, on l'a branché au bon du résisteur R0, mais pas des deux résistances. Donc, avec ça, tu peux calculer le Imax. C'est bon pour le Imax. Hmm? Oui, c'est C'est bon bon. pour le Imax. Voilà. Oui, Maintenant, oui, pour la question 2, tu m'as dit. oui, Voilà, pour la question 2, 4, 2. Donc, j'ai oui, trouvé la tension maximale. Tu as compris maintenant? oui, j'ai compris. Alors, maintenant, pour calculer Z, il faut utiliser le U du générateur. C'est ça qui est égal à Z fois I. Ça veut dire quoi aussi? Que le UG max va être égal à Z fois I max. Parce que Z aussi ne change pas ici. Parce que oméga n'a pas changé. Et comme j'ai calculé le I max, je connais à partir de la courbe UG max, voilà comment j'ai cherché le Z max. D'accord? Oui, C'est comme ça que j'ai cherché Z. C'est bon pour les deux questions, hein, c'est réglé. Hein? oui, c'est bon. Pas tout seul. Alors, nous sommes pris par le temps hein, pour le deuxième exercice. Oui, Fatou Sen. Fatou Sen. Oui, Et ça va? Et, monsieur? Fatou Sen. Oui. Oui. Pouvez-vous revenir sur comment reconnaître qu'une courbe est en avant? Il faut savoir que Une courbe est en avance. Sur ok. le- Regardez les deux courbes. Vous les voyez. Fatou Sen. Oui, oui, Vous voyez les deux courbes. oui, Alors, quand on dit une courbe a atteint son sommet, ça veut dire que la courbe est en haut. oui, Regardez les deux courbes qui atteignent son sommet avant l'autre. oui. Hmm? Hein? Mais attends, regarde les deux courbes. La grande courbe, c'est ça son sommet. Oui, La deuxième, c'est ça son sommet. Qui oui. atteint son sommet avant l'autre. Ah, C'est la courbe A. oui. On dit que A est en avant. C'est ça seulement. D'accord, C'est bon. d'accord, merci. Voilà. Ok. Donc, on passe à l'exercice 2. Alors, je rappelle aussi que la dernière partie du programme aura un exercice au bac. Donc, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, les 4 chapitres-là. C'est photoélectrique, niveau d'énergie, interférence lumineuse et physique nucléaire. Bon, le deuxième exercice, on me dit un élément tracé. Là, je corrige directement parce qu'on a perdu trop de temps. Il ne reste pas assez de temps, donc pas de résumé. On va résumer en même temps. Alors, on me dit de rappeler la définition du terme. Alors, ça, c'est l'exercice 2. Hein. Alors, la question 5.1. Hein. Rappeler la définition radioactivité bêta. Alors,
La radioactivité bêta, la radioactivité. Bon, je vois qu'il y a un d'entre vous qui insiste encore sur le facteur de qualité. Alors, le facteur de qualité, par définition, la résonance, c'est égal à la tension efficace aux bornes de la bobine divisée par la tension efficace aux bornes du donateur. Mais comme à la résonance, L oméga égale à 1 sur C oméga, donc la tension efficace aux bornes du condensateur, c'est exactement la tension efficace aux bornes de la bobine. Les deux tensions sont égales. Donc, que je mette UC sur U ou que je mette UB sur U, c'est la même chose. C'est ça qu'on appelle le facteur de qualité. Et si vous calculez, ça dépasse 1, ça veut dire que donc la tension aux bornes de la bobine ou bien du condensateur est supérieure à celle aux bornes du générateur. En ce moment, on parle de phénomène de surtension. Je crois que j'ai répondu à la dernière question. Bon, je n'ai pas compris ton signe. Est-ce que tu es d'accord ou pas? C'est bon. Parce que le signe que tu as mis, je n'ai pas compris. D'accord, c'est bon. Alors, on continue sur l'exercice. Donc, la radioactivité bêta- est la transformation d'un noyau instable. Alors, le noyau instable, c'est ce qu'on appelle un radioélément. En un, un autre noyau qui devient stable, bien sûr, qui devient plus stable, mais avec émission d'un électron. C'est ça qu'on appelle. Alors, l'électron, c'est lui qu'on appelle le bêta-. Alors, généralement, quels sont les corps qui font cela? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le noyau, il n'y a que des protons et des neutrons. Donc, il n'y a pas d'électrons. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un des nucléons qui est plus nombreux que l'autre. D'accord? On a plus de neutrons que de protons ou plus de... Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le proton peut se transformer en neutron. Alors, si le proton se transforme en neutron, c'est 1 P, qui devient un neutron. Donc, c'est 1, 0. Alors, si on équilibre ici, on aura 0, mais en bas, on aura 1. Donc, ça sera le positron. Donc, quand il y a plus de protons que de neutrons, il y a émission de positrons qu'on appelle le bêta plus. Maintenant, s'il y a plus de neutrons que de protons, donc les neutrons vont se transformer en protons. Donc, si on équilibre ici, on aura 0, et ici, on aura -1, et c'est ça qu'on appelle le bêta-. Donc, les corps, ça, c'est pas dans la question, hein, c'est pour expliquer parce qu'on n'a pas résumé. Les corps qui font les bêta-, c'est des corps qui sont très riches en neutrons. Donc, voilà pour la première question. La réponse, on l'a déjà donnée. Alors, et écrire l'équation de la réaction de l'intégration du mercure. Alors, le mercure, c'est Hg. On a dit 203. Quand on dit 203, c'est qu'on a donné le A. D'accord? Mais si on regarde en haut, on a donné 80. Donc, on nous a donné le 80. Alors, s'il fait une désintégration bêta-, bêta-, c'est l'électron. Donc, on aura 0 -1. E. Donc, plus le corps qui vient, il y a conservation du nombre de masses. Donc, ici, ce sera 203. Ici, il y aura aussi conservation du nombre qui, donc là, ce sera 83. Et pour trouver le 83, il faut voir maintenant quel est le corps qu'il donne. Mais ils ont dit peut-être ça dans le texte. On identifiera à partir de l'extrait du tableau. Malheureusement, je pense que je ne vois pas l'extrait du tableau ici. Ah si. Alors, le 83, c'est celui-là. Donc, c'est le bismuth. Voilà, c'est bon. Donc, on a trouvé. Bon, bien sûr, on peut ajouter, hein, on peut ajouter
l'antineutrino, c'est-à-dire 0, 0. Mais là, je pense que les profs pourront être indulgents quand même. Voilà, pour la première question. 5, la question 5, 1, 2. Initialement, le nombre de noyaux, on doit donner le N0. Déterminer l'activité. Alors, on me demande de trouver l'activité A0. Alors, on sait que A est égal à lambda fois N. Ça veut dire quoi? A0 est tout simplement égal à lambda fois N0. Donc, A0, je l'ai, j'ai ici N0. Alors, on n'a pas lambda. Alors, puisqu'on n'a pas lambda, il faut aller chercher lambda. Alors, on sait qu'il y a une formule qui nous dit quoi? Que la période T est égale à ln de 2 divisé par lambda. Ça veut dire aussi que lambda est égal à ln de 2 divisé par T. Alors, ça fera donc ln de 2. T, c'est 46,69 jours. On va multiplier par 24. Et chaque heure, pour l'avoir en heure, et chaque heure, c'est 3600 secondes. Et avec ça, donc, on va trouver que lambda est égal à. Attendez, il y a une erreur qui s'est glissée ici. Parce que là, ça devait faire 81. Attention. Il y a des élèves qui sont très vigilants, hein. Mohamed Niang, on reviendra là-dessus. Alors, ici, ça fera 81. 81 moins 1, ça fait 80. Or, si on regarde dans le tableau, 81, ça correspond au thallium. Donc, c'est bien TL. Je crois que maintenant, tu as compris peut-être. Mamoudou Niang, je crois que tu as compris. J'ai une erreur de ma part, hein. Alors, lambda, on peut ne pas calculer lambda et puis calculer directement à 0. Égal donc à quoi? Ln de 2 que divise la période multipliée par N0. Donc, on va trouver que A0, c'est. Ah, d'accord, j'ai compris. Voilà. Donc, A0, c'est égal donc tout simplement à 5,1 10 puissance 14 becquerel. On peut mettre becquerel comme on peut mettre des intégrations par seconde. Alors, je rappelle que l'activité, c'est le nombre de désintégrations par seconde. C'est-à-dire, si vous regardez l'équation, un noyau de mercure donne un noyau de thallium. Donc, le nombre euh, de noyaux qui sont désintégrés, c'est ça en fait l'activité. Mais en une seconde, hein. Bon, on va continuer. La question suivante, c'est déterminer la durée au bout de laquelle l'activité de la source diminue de 0,14. Alors, c'est la question 5, 1, 3. Alors, on me demande l'activité. Alors, l'activité finale est égale à l'activité initiale moins 0,14 à 0. Donc, ce qu'on va faire, à 0, facteur de 1 moins 0,14. Alors, puisqu'on demande la durée, je sais que A obéit à la même loi, c'est-à-dire égal à A0 exponentielle de moins lambda de t. Et ça, c'est égal maintenant à quoi? À A0 facteur de 1 moins 0,14. Donc, on peut simplifier les A0 et trouver que exponentielle de moins lambda t égale donc à 0, c'est 1 moins 0,14. Donc, moins lambda de t, si on fait ln, ça fera donc ln de
1 moins 0,14. Donc, lambda de t, lambda fois t, on cherche directement t, ça va être égal à ln de 1 moins 0,14 que divise moins lambda. Et ce qui va nous donner 10, 10 jours, 10,16 jours. Le résultat, on doit trouver ça en seconde. Hein. Voilà. Comment trouver donc? Je rappelle que cette loi, c'est à connaître par cœur. Hein. A égale A0, comme N est égal à N0, etc. Parce que si vous avez N égale à N0, exponentielle de moins lambda de t, si vous multipliez par lambda, ça fera lambda N égale à lambda N0, exponentielle de moins lambda t. Or, ça, c'est A, et ça, c'est A0. Voilà. Alors, on continue toujours. Maintenant, on veut sécuriser les billets de banque de mercure, etc. Alors, 5.1, on me demande le spectre, on vous donne le spectre d'émission ou d'absorption de l'atome, est-il continu ou discontinu? Alors, ce qu'on appelle un spectre continu, c'est quand l'énergie est représentée par une bande très large, ne s'arrête pas. Or, ici, si on regarde bien, on a des bandes. On a une première bande qu'on appelle E0, la deuxième bande c'est E1, la troisième c'est E3. Donc là, c'est bien discontinu. Voilà. Donc, 5, 2, 1, on a un spectre discontinu. 5, 2, 2, déterminer la transition énergétique responsable de la fluorescence des nanopigments. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient dit sur les... Alors, si on revient ici, ils ont donné le lambda qui lui correspond. D'accord? Les billets de banque authentiques étant prévus en nano, voilà, c'est ça. On a donné lambda, donc je peux calculer H, l'énergie. Donc, l'énergie est égale à quoi? C'est HC sur lambda. Alors, HC sur lambda, si on fait le calcul, attention au calcul. Hein. Donc, ce sera 6,62 puissance moins 34 multiplié par 3 10 puissance 8. Alors, on va diviser par lambda. Lambda, c'est 253,6. Mais c'est en nano. Donc, 10 puissance moins 9. Alors, si on fait le calcul, donc, ça va nous donner 7,83 10 puissance moins 18 joules. Alors, mais comme le spectre est en électronvolts, on sait qu'un électronvolt, ça correspond à 1,6 10 puissance moins 19. Donc, ça fera 7,83 10 puissance moins 18. Il faut diviser par 1,6 10 puissance moins 19. Et ça vous donne 4,89 électronvolts. Alors, maintenant, comment trouver? Alors, la transition, c'est delta E, c'est égal donc à E. Si on regarde bien, il faut faire seulement la différence.
Alors, les ions étaient où détecter un faux billet, etc. Lorsque les billets sécurisés et éclairés par une lampe, etc. La radiation, voilà. Le diagramme suivant sans souci d'échelle, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait E1 moins E2, moins E0. E1 moins E0, ça ne donne pas cette valeur-là. Mais si on fait E2 moins E0, on trouve la valeur. Donc, ça correspond bien à la transition E2 vers le niveau E3. C'est-à-dire que sur la courbe, ça correspond à ça. Si on doit la représenter, ça correspond à E2 moins E0. Vous allez faire donc, chaque fois, vous prenez E1 moins E0. Après, vous allez chercher E2 moins E0, E3 moins E0 pour comparer avec la valeur que vous avez trouvée. Voilà. C'est comme ça qu'on trouve donc cette transition. Alors, représenter la transition, c'est la question 5 par une flèche. C'est ce que je viens de faire. C'est ça. Sinon, on fait comme ceci. On représente E2, on représente E0 et on représente par une flèche. Voilà, c'est ça la transition. La question 5, 2, 3, c'est réglé. On passe à la question 5, 2, 4. 5, 2, 4. Alors, 5, 2, 4, détermine la longueur d'onde lambda 2 de la radiation que peut émettre l'atome de mercure en passant de l'état excité à l'état fondamental. Alors, quel est cet état excité? La longueur d'onde à maximale. Alors, si on regarde la formule de E, on sait que E est égal à HC sur lambda. Ici, en fait, c'est delta de E, hein. Donc, on peut tirer lambda. Lambda va être égal à HC sur delta de E. Donc, si lambda est maximal, ça correspond à delta de E minimal. Parce que quand vous divisez par un nombre qui est petit, vous trouvez un nombre qui est très grand. Voilà. Donc, lambda max, c'est ça qu'on nous demande. Pour déterminer la longueur d'onde maximale, lambda max, ils l'ont appelé lambda 2. C'est tout simplement égal à quoi? À HC. Et on divise par le plus petit écart énergétique. Or, le plus petit écart énergétique, c'est entre E1 et E0. Donc, c'est divisé par E1 moins E0. Donc, si on le fait, on trouve lambda 2 est égal donc à 266, 266 nanomètres. Alors, vous voyez que la leçon, elle est bien, mais il y a des questions, souvent c'est mathématique. Alors, pourquoi on met l'énergie en électronvolts? Non, c'est pas toujours. On ne le met pas toujours, sauf que si vous regardez le diagramme, les valeurs de l'énergie sont en électronvolts. Voilà pourquoi on a converti en électronvolts. C'est bon, Mohamed Niang. Alors, on continue. 5, 2, 5. Déterminer la longueur d'onde lambda 3 de la radiation émise au cours de la transition E3. Alors, on passe de E3, de E2 à E1. Donc, ça veut dire que delta de E, c'est égal à E le plus grand moins le plus petit. Toujours. C'est égal à quoi? HC sur lambda. On me demande de trouver la radiation. Lambda 3. Alors, donc ça, c'est égal à lambda 3. Donc, lambda 3 est tout simplement égal à HC sur
E2 moins E1. Voilà. Si on fait les calculs, on va trouver que lambda 3 est tout simplement égal à 5,64 10 puissance moins 6 mètres. Voilà. Après, établir la relation entre les longueurs d'onde. D'accord. Lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Alors, si on regarde bien, on a quoi? On a E2 moins E0. Je peux écrire sous la forme de E2 moins E1 plus E1 moins E0. Alors, cette formule, c'est le AC sur, alors, c'était sur lambda 1 égale AC sur lambda 2, lambda 3, excusez-moi, plus HC sur lambda 2. Donc là, on peut simplifier par AC, donc il va rester 1 sur lambda 1 égale à 1 sur lambda 3 plus 1 sur lambda 2. Voilà. Euh, je crois que l'exercice est terminé, hein. Oui, l'exercice est terminé. Alors, l'énergie E1 moins E0, si je veux, je mets E2 moins E0. Non, 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 c'est pas pareil. Puisque E2, regarde bien ici, sur le schéma, tu as dit E1 moins E0. E1 moins E0, c'est cet intervalle-là. Alors que E0, E2 moins E0, c'est cet intervalle-là. Donc, c'est pas égal. C'est pas du tout égal. On va l'utiliser. Voilà. Hamilton Nong. Maintenant, on ne t'entend pas du tout. Tu n'es pas dans le micro. Monsieur, Oui, monsieur, oui, je t'écoute. pouvez-vous m'expliquer comment qu'on est à absorption ou bien à émission? Alors, c'est absorption, c'est comme toi, par exemple. Quand tu manges, tu reçois des forces. Tu me comprends? Mhm. Mais quand tu Oui. vomis, tu perds des forces. Mhm. Donc, le corps, quand il absorbe, ça veut dire que son énergie a augmenté. D'accord. Quand il absorbe, son énergie a augmenté. Son énergie augmente parce qu'il a absorbé le photon, son énergie augmente. Donc, quand il passe d'un niveau bas vers un niveau plus élevé, on parle d'absorption. On représente ça par une flèche qui monte. Mais quand maintenant Ok, quand le corps émet un photon, donc son énergie diminue, il passe d'un état supérieur vers un état inférieur. ok. C'est bon. Khalifa Bey, D'accord, merci. de rien. Khalifa Bey, Oh, moi, je suis carrément tardé là. complètement, Oui, oui. je n'ai pas compris. Ouais, monsieur, man, tardé naa de la wax, tardé naa. Oh, mais ça, il ne faut pas appeler pour ça parce que le temps que tu nous dis, parce que tu auras le corriger. Tu auras le corriger, quel que soit alpha. Wa, fuñ Le fuñ koy corriger sera kiiwee, sur, ouais, c'est sur la plateforme. Ah, Vous l'aurez, d'accord, quoi. vous l'aurez après. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Mais je suis vraiment désolé pour toi, hein. Voilà. Fatima, Fatima tout Fatima. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur, au niveau des exercices, parfois, on ne précise pas si c'est la radioactivité alpha ou bêta. Comment on le reconnaît? Ils vont te donner le corps de départ et le Hmm, corps d'arrivée. hmm. Tu me comprends? Oui, oui. Quand on te donne le corps de départ, donc on te donne, par exemple, X, A, Z. On te donne le corps d'arrivée. Hmm. Ce sera A', Z', Z prime. Hmm. Y.
Donc, tu vas faire. Alors, ici, logiquement, le corps que tu doit avoir comme A. Son A, c'est égal à A moins A prime. Et ici, ce sera Z moins Z prime. Je me suis. Oui, oui, Hmm? oui. Donc, si tu connais Z moins Z prime et A moins A, parce que c'est un alpha. Alpha, je rappelle, c'est le 4,2 HE. Le bêta moins, on vient de le faire, c'est le 0 moins 1, c'est l'électron. Et le bêta plus, c'est 0 plus 1 E. Voilà. C'est bon maintenant? Oui. On va donner le corps de départ et le corps de dérivée. Alors, je croyais que lambda 2C. Je n'ai pas compris ta question, Mohamed Nian. Si tu peux intervenir, je n'ai pas compris ta question parce qu'il manque des choses, ce n'est pas très clair. Tu as écrit lambda 2C E2 moins E3. Ah, d'accord. Le lambda 2, c'est pour E2 moins E0. C'est ça, le lambda 2. Non. Euh, Regarde cette partie-là. Ici. Exactement. On a écrit que delta E est égal à HC sur lambda. Donc, lambda est égal à HC sur delta E. Si on me dit que lambda est maximal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta E est minimal. Voilà. Et comme on a dit que lambda 2, c'est la valeur maximale, donc il faut prendre le delta E le plus petit par rapport à E0, donc c'est bien E1 moins E0. Je crois que tu as compris. Là, c'est mathématique, hein, ce n'est pas le cours. Si tu as compris, tu me le dis. Hein. Je vais voir Ibrahim Dramé qui n'avait pas encore levé la main. Bon, Baïtiara, tu as ouvert ton micro, tu parles déjà. Monsieur, Baïtiara, oui, sur l'équation, oui. pourquoi vous n'avez pas cherché Pourquoi je n'ai pas cherché? X pour avoir le X. BI là? Je pas. Vous avez mis directement BI, vous n'avez pas cherché Z. Non, parce que c'est l'exercice. Attendez, regardez. Euh, on se dépêche parce qu'on est pris par le temps. Il y a une leçon qui doit passer. Voilà, ici. Quand j'ai Le Z. calculé le Z, j'ai trouvé 81. Vous comprenez? Euh, Parce que j'ai dit que, regardez bien, 203, c'est égal à 0 plus 203. 80, c'est égal à moins 1 plus quelque chose. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut mettre plus 80, plus 81. euh, Tu as compris? euh, Voilà, c'est le 81 qui me dit que donc c'est le thallium. je pense, je pense que vous avez pris le 83. Donc, je n'ai pas pris le quatrième corps. Je l'avais pris au départ, j'avais fait une erreur. Mais j'ai rectifié. Hein. Euh, C'est bien. un replay avec les explications. Alors ça, je vais demander, c'est possible. Hein. C'est possible de retrouver les corrections avec les explications. Alors, Ibrahim Dramé, Bonsoir. Monsieur, pourquoi bonsoir. Oui, dans les réactions de désintégration, oui. parfois on met le particule alpha, parfois on ne met pas. Les particules alpha, c'est l'exercice qui te dit ça. Hein. C'est à partir de l'exercice, ce n'est pas un cours, c'est l'exercice. Ah oui, oui. C'est ce que j'ai dit, c'était la dernière question de votre copine. Quand je Mhm. lui ai expliqué, à partir de là, il vous donne le corps de départ, il vous donne le corps d'arrivée, c'est à vous de trouver ce corps qui vient ici. Et ça peut être alpha, ça peut être bêta, ça peut être. C'est bon, hein? Mais Bon, le neutrion, c'est quoi, monsieur? Neutrion. là. Neutrion. Ah oui, le Parfois, neutrino ou bien l'antineutrino. Mais ça, bon, si vous ne le mettez oui, pas, oui, ils vont pas oui. vous, logiquement, ils ne doivent pas vous sanctionner. Alors, c'est dû au fait que quand il y a réaction, quand il y a des choses comme ça, il y a une conservation de la quantité de mouvement. Et on se rend compte que la quantité de mouvement Mhm. n'était pas conservée. Ça veut dire qu'il y avait une particule qui prenait une partie de la quantité de mouvement. Et c'est comme ça que sont nés l'antineutrino et le neutrino. C'est la conservation, c'est pour assurer la conservation. Si tu regardes bien, il n'y a pas de masse et il n'y a pas de charge. C'est bon? Mhm.
OK, alors vous allez basculer sur D'accord. l'autre cours. Je vous dis au revoir. Merci. Je suis très content de vous aujourd'hui. Allez, bye.